Bonjour. Bienvenue sur la chaîne podcast de la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains. La thématique pour cette année 2024 s'intitule « Confrontation et recomposition stratégique ». Cet épisode est un extrait de la conférence prononcée par M. G. John Hickenberry, spécialiste des relations internationales, Université de Princeton, USA. La conférence s'intitule « Le destin de l'ordre international libéral a-t-il une perspective d'avenir ?» N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne podcast ou YouTube pour être informé de toutes nos publications. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Merci, monsieur le directeur. Je suis très content d'être ici. Merci à tous d'être venus. Je sais que vous êtes très occupés, donc cela représente beaucoup pour moi que vous veniez pour cette discussion et j'ai hâte d'entendre vos réflexions et j'espère pouvoir provoqué par ce que je vais dire la conversation. Et donc je vais dire ce sur quoi nous sommes vraiment d'accord. L'ordre mondial est en crise, nous pouvons le voir dans le monde entier. Le désordre est en plein essor, nous avons des données qui le prouvent. Les conflits augmentent, il y a aussi des données qui le prouvent. Ce que dans les relations internationales nous appelons le problème de l'anarchie réapparaît aussi, des choses que nous pensions avoir mis derrière nous. La balance de pouvoir se déplace, la course aux armements, les revendications territoriales. Il semble que nous en soyons à un moment charnière dans l'histoire du monde où la palette des avenirs possibles semble s'être élargie. Si vous pensez à une période de l'histoire depuis les années 90, vous pourriez dire que la palette des futurs possibles, à l'époque, était assez restreinte, mais maintenant, elle s'est bien élargie entre l'ordre et le désordre, y compris aux États-Unis, où selon ce qu'il va se passer en novembre, les États-Unis et par extension le système international pourraient supposément, malheureusement, aller dans des directions différentes. Il y a donc énormément de possibilités de façonner l'avenir et nous ne savons tout simplement pas ce qu'il va se passer. Dans ce processus, ceux qui étudient les relations internationales à ce moment assez chargé posent les questions les plus fondamentales de notre discipline. Quelles sont les sources d'un ordre stable? Alors, je vais faire défiler ma présentation. Quelles sont les fondations les plus fondamentales de cet ordre mondial? Là encore, on relit Hans Morgenthau et Ashkar. Je viens de lire une traduction anglaise qui vient d'être publiée pour la première fois de Raymond Aron, de sa dernière conférence ici en 1978 sur le sujet de l'égalité et de la liberté. Et cela montre qu'entre son époque et notre époque, les sensibilités quant à un ordre libéral de la guerre froide avec une sorte d'équilibre régulier pour essayer de trouver une voie vers l'avant. Et donc, on se retourne pour trouver de l'aide auprès de ceux qui sont passés par ces grandes périodes. Est-ce que la démocratie peut faire son retour? Est-ce que les États-Unis et la Chine peuvent trouver des conditions de coexistence? Et pour moi, pour mes travaux, quel est l'avenir de l'internationalisme libéral, à savoir l'organisation coopérative du système international et la poursuite de la réforme du système international par les démocraties? Est-ce que la guerre en Ukraine et la guerre à Gaza sont un signe de la fin ou du renouveau de l'ordre libéral occidental? Autant de questions que nous nous posons aujourd'hui. Dans ma conférence, je vais adopter un point de vue long et mon argument sera que l'internationalisme libéral, que je vais définir plus avant dans un instant, et l'ordre libéral international ont encore un avenir et je vais faire cela en adoptant un point de vue long, en me retournant vers le passé pour pouvoir me tourner mieux vers l'avenir. L'ordre libéral, l'ordre international libéral n'a pas commencé en 1989 et même pas en 1945. Il s'agit d'un cycle beaucoup plus long, d'une tradition de 250 ans. Une histoire de la démocratie libérale aux prises avec leur propre sécurité,
mais aussi la façon de construire cet ordre de différentes façons à plusieurs étapes dans cette histoire. C'est plus une question d'une lutte que d'une victoire. Ce n'est pas une marche vers un monde meilleur, c'est une lutte continue. En chemin, pendant ces 250 ans, les démocraties libérales ont connu des âges d'or et des crises, des moments vraiment extrêmement délicats, des luttes avec des États illibéraux qui n'ont pas simplement changé l'ordre libéral, mais aussi la façon dont les démocraties libérales ont vu leur propre politique. Et puis les années 30 et 40, quand les démocraties libérales, la France, la première, mais nous tous, ont été confrontés à ce que l'on pourrait appeler un moment d'extinction, où il restait 6 ou 7 démocraties libérales dans le monde. Ces crises, ces moments charnières ont émaillé notre passé, peuvent être utiles pour penser l'avenir. En écrivant cet ouvrage que je viens de publier, A World Safe for Democracy, un monde en sécurité pour la démocratie, j'ai été influencé par l'historien de Columbia, Harry Knudsen, qui a écrit un livre qui s'appelait « Désolation et lumière », un livre qui traite de la génération de 1945, la période pendant laquelle cette génération de libéraux venait de sortir de la guerre. Mais c'était plus que la guerre, une période de 15 ans pendant laquelle il y a eu la Grande Dépression, l'essor du totalitarisme, l'essor du fascisme, l'essor de la guerre totale, c'est un terme qui a été inventé par Raymond Aron, la Shoah et bien sûr le premier bombardement atomique. Et Knudsen raconte l'histoire de la façon dont les démocraties libérales et les libéraux, comme façon de voir le monde, de penser le monde, se sont sortis de cette crise pour construire quelque chose de nouveau, et c'est ce qu'il chronique dans son ouvrage. Et il y a eu ce moment de réinvention, de renouveau, où l'on se relève, où on s'époussette et on réimagine ce que peuvent être les démocraties libérales et comment on habite cet espace libéral international. Et d'une certaine façon, c'est l'histoire que nous pouvons apporter à la question actuelle pour savoir si l'ordre libéral international a un avenir. Ici, je vais développer 3 arguments dans ma conférence ce soir. Tout d'abord, je souhaite dire, comme dans mon ouvrage, que l'internationalisme libéral a des racines profondes dans l'ère moderne, qu'il a une certaine gravité politique et intellectuelle. Il est à côté du réalisme, John Mearsheimer, et son point de vue, le marxisme, la théorie critique. Il s'agit d'un corpus d'idées et de façons de penser le monde et de programmes pour agir au sein du monde qui a des racines profondes, respectées et qu'il convient d'apprécier complètement dans ce corpus de réflexion. Deuxièmement, l'internationalisme libéral en tant que projet pour essayer de construire un ordre a connu certains échecs, bien souvent des échecs notoires, mais aussi certains accomplissements, et il convient d'en défendre les réussites. D'une certaine façon, pour les libéraux et les internationalistes libéraux, ce qu'exige l'époque, c'est qu'on leur montre dans un miroir quel a été le passé récent. Voici le monde dans lequel nous venons de vivre. Il pourrait être pire, il s'agit de le protéger. Et ensuite, on peut dire et on peut développer le fait qu'au XXIe siècle, le monde voudra plus d'internationalisme libéral et pas moins. Et si l'on voit cela comme une façon de construire de l'ordre dans le monde, on peut en voir la véritable nature, pragmatique, tournée vers les réformes, opportuniste, pour résoudre les problèmes, autant de caractéristiques que l'on retrouve dans sa tradition. Il met le multilatéralisme et la résolution collective de problèmes au cœur des problèmes de notre époque. Et aucune autre vue du monde ou idéologie de l'ordre mondial ne met cela en son centre. Le monde aura donc besoin de plus de coopération libérale et pas moins. Il est vrai que nous en sommes à une période où il n'y a pas qu'une seule crise. Il y a tellement
de partis en plein mouvement complexe dans ce monde de fragmentation et de bouleversement, qu'il y a au moins 3 crises avec lesquelles nous sommes aux prises, qui se déroulent et qui interagissent en même temps. Tout d'abord, la crise de la géopolitique, ce que l'on appelle le retour à la politique des grandes puissances. Cela se voit dans les transitions de pouvoir mondial, ce que l'historien de Yale, Paul Kennedy, appelait le déplacement des poids et des équilibres dans le monde. Les États-Unis et leurs alliés sont confrontés à l'essor de la Chine et une sorte d'approche opportuniste et agressive marquée par le rejet de la Russie et aussi autant de façons de saper l'ordre mené par l'Occident que nous connaissons depuis plusieurs décennies. En effet, la Chine connaît une transition de pouvoir tout à fait difficile car elle est triple. Une transition de l'Occident à l'Orient, d'un pays capitaliste à un pays socio-démocratique et à un pays ouvert, un pays fermé. Et donc, il faudra toutes les ressources et les talents des diplomates et des penseurs pour gérer cela. Comme si c'était la seule crise que nous connaissions. Et ensuite, il y a la crise de la modernité, un faisceau de crises qui est dû à l'intensification des problématiques et des interdépendances sociales, économiques et écologiques, l'ère de l'Anthropocène, le climat, les pandémies, les armes de destruction massive, les problèmes liés à l'interdépendance qui se compliquent encore et encore et dans lesquels les anciennes règles de la coopération, du multilatéralisme, même s'il s'agit encore de les protéger pour résoudre les problèmes du passé, tout cela devra être adapté à ces nouveaux problèmes. On ne peut pas être en sécurité seul, on ne pourra être en sécurité qu'ensemble. Voilà ce que nous a appris l'internationalisme libéral et c'est justement ce qui ressort de nos discussions quant à la crise de la modernité et puis la crise de la démocratie libérale, l'affaiblissement du système à l'occidental libéral, le délitement de 80 ans de coalition de la croissance entre gauche et droite, les compromis de classe, la politique centriste, tout cela s'affaiblit, notamment dans mon pays, des préoccupations profondes qui sont encore plus profondes que cela, toutes les valeurs des Lumières, vraiment les valeurs de la lumière, des Lumières, les sociétés ouvertes, l'état de droit, la libre pensée, la société civile. L'internationalisme libéral est une façon de voir les possibilités qu'aurait une société ouverte de fonctionner dans un monde ouvert. Et il est de plus en plus difficile d'imaginer comment on peut faire cela sans parvenir à des compromis profonds et une certaine adaptation au fil du temps. Et ces crises sont toutes vraiment en toile de fond pour évoquer l'ordre mondial, les débats sur l'ordre mondial et le rôle de l'internationalisme libéral et des démocraties dans cette lutte. J'aimerais maintenant poser la question qui est implicite dans ce que je viens de dire jusqu'à présent. Qu'est-ce que l'internationalisme libéral ? Il s'agit véritablement d'une histoire riche. Comme le disait Tacite quant à l'Empire romain, il est riche de vicissitudes. Cela dans sa première ligne. Eh bien, la démocratie libérale et l'internationalisme libéral est riche de vicissitudes. Et il émerge avec l'essor des démocraties libérales, avec les révolutions démocratiques de la fin du XVIIIe siècle, une famille d'idées, de théories, de grands récits, de nos origines, de projets pour améliorer le monde, des textes classiques, Montesquieu, Clarke, Smith. Il y a un ensemble de textes philosophiques riches qui s'inscrivent dans cette famille, dans cette tradition. En tant que stratégie pour construire le monde ou construire l'ordre mondial, généralement, en tant qu'internationalistes libéraux, nous en revenons à quelqu'un qui venait de mon université, même si son nom n'est plus sur notre fronton. Il y a Woodrow Wilson. Pendant 20 ans, vous allez
au travail et votre bâtiment s'appelle l'école Woodrow Wilson et d'un coup, il est débaptisé. Donc, on l'a débaptisé pour des raisons que l'on pourra évoquer, mais en tout cas, du fait de son historique assez mitigé du point de vue des relations raciales. Mais en tout cas, on peut quand même se tourner vers ce qu'il a distillé quant à l'internationalisme libéral. Sa déclaration assez célèbre, « Rendre le monde sûr pour la démocratie », c'est la meilleure déclaration de ce projet. Il s'agit de diffuser la démocratie dans le monde pour récolter et porter les fruits de la liberté vers des rivages lointains. Ce que cela veut dire, c'est qu'il s'agit vraiment de créer un espace sûr. Ce n'est pas un projet du passé ou du futur, il s'agit de créer un écosystème dans lequel peuvent fonctionner les sociétés libérales comme des orchidées qui ont besoin d'une serre. Parce que les orchidées sont fragiles, elles doivent avoir le bon taux d'hygrométrie. Eh bien, c'est la même chose pour les États républicains libéraux. Ils sont fragiles d'une certaine façon, dont on entend parler depuis l'Antiquité, de Polybius à Machiavel, à Montesquieu, en passant par les penseurs de notre époque. Les démocraties libérales républicaines ne sont pas nécessairement assez dures pour le monde et donc il faut leur créer un espace sécurisé pour qu'elles puissent s'épanouir. L'internationalisme libéral qui serait une forme d'écosystème pour gérer les vulnérabilités réciproques. Il s'agit de créer un cadre permettant de gérer les arbitrages parce que dans une société démocratique libérale, il y a des principes qui sont en tension les uns avec les autres. Liberté et égalité. Individualisme et communauté, souveraineté et interdépendance. Nous avons créé des sociétés qui sont destinées à être en tension dans leurs principes les plus fondamentaux. Il s'agit donc de créer un espace où ces arbitrages peuvent se rééquilibrer et créer, comme l'a dit Scott il y a des siècles, des zones de paix où l'on peut générer de la coopération pour la sécurité, le commerce et des objectifs sociaux partagés. L'une des grandes convictions de l'internationalisme libéral, il y en a en fait 4. Tout d'abord, le commerce et l'échange, c'est bon si c'est géré correctement. Voici ce que disait Ricardo Smith. Les avantages comparatifs, les échanges, et plus généralement que les échanges sont bons, mais correctement gérés, et pas simplement le libre-échange et tout le reste n'est que compromis. Deuxièmement, les institutions facilitent la coopération. Les libéraux croient aux institutions multilatérales dans une certaine mesure. Ils croient qu'elles jouent un rôle. Ensuite, selon des conditions d'interdépendance accrue, il vaut mieux coopérer. On en revient au principe de la sociologie. Les coûts des engagements contraignants associés au fait d'avoir des accords multilatéraux sont inférieurs aux gains que l'on pourrait avoir en coordonnant ces politiques. Cette proposition est au cœur de l'internationalisme libéral. Eh bien, si c'est erroné, la plupart de ce qui en découle est erroné. Et enfin, les démocraties libérales, malgré leurs échecs et leur dysfonctionnement, possèdent des capacités spéciales à la coopération. Selon les archives historiques, il est plus facile de travailler ensemble et tous les grands fossés mondiaux avec les régimes totalitaires, illibéraux, fascistes, ils étaient toujours du même côté, les valeurs, les intérêts et les capacités, voilà ce qui sous-tend tout cela. Elles ont tendance à travailler ensemble et dans l'histoire, ces 200 dernières années, elles ont été au cœur de presque toutes les grandes réformes, les grands projets de réforme de la période moderne. J'en viens maintenant à certaines observations générales quant à ce que nous savons sur l'ordre mondial et les démocraties libérales qu'il héberge. Tout d'abord, des grands principes, comment la démocratie libérale s'est établie dans le monde en venant
de petits États atlantiques au nord-ouest, nord-est. Dans la première vague, 29 démocraties, y compris en Amérique latine, pendant un moment. Et cette première vague, dans chacune de ces vagues de démocratie, il était intéressant qu'elles sont arrivées par vagues dans le monde. Et cela a créé un ordre international avec des projets qui étaient rattachés. La première vague avec les États républicains d'Amérique latine qui arrivaient à la deuxième conférence de La Haye en 1907 sous la bannière de l'égalité souveraine et qui ont lancé des efforts internationalistes d'arbitrage et de la Cour internationale de justice, etc. Des défenseurs du droit international d'une forme plus moderne. Deuxième vague après 1945, 36 démocraties sont ressorties après la décolonisation, l'autodétermination. Tous les États post-impérialistes ne se sont pas tournés vers la démocratie, mais en tout cas, cela a créé la prochaine vague, l'Alliance du monde libre pendant la guerre froide, où on a essayé de créer des institutions. Et puis, troisièmement, la troisième phase, après 1989, là, on a vu plus de 100 démocraties s'épanouir en Asie de l'Est, en Europe de l'Est, en Europe du Sud, en Amérique latine. Là encore, on y est revenu. Dans l'espace post-soviétique, le résultat est véritablement une sorte de trajectoire en dents de scie vers la modernité libérale et on voit la hausse de ces parts des États. Et on est passé d'un statut périphérique et fragile à de plus en plus d'États qui étaient de plus en plus puissants, de plus en plus au centre du système mondial, pour le meilleur ou pour le pire. Observation numéro 2. Les démocraties n'émergent pas comme cela, ex nihilo, elles arrivent dans des écosystèmes, pour reprendre un terme que j'ai utilisé tout à l'heure. Les circonstances mondiales augmentent leur probabilité de peupler le monde. L'un de mes collègues à Princeton, Carlos Busch, a écrit cet article dans une revue universitaire en utilisant des chiffres statistiques pour indiquer qu'il existe une relation entre l'essor et la diffusion des démocraties, la présence dans ce système d'États libéraux puissants qui souhaitent que ces démocraties plus petites, qui sont bienveillantes envers ces petits États plus fragiles. Il est important d'avoir un hégémon si l'on souhaite que ces démocraties de plus petite taille puissent se développer. Et on voit cela dans les données historiques. Les États démocratiques libéraux, d'une certaine façon, ont protégé et soutenu les démocraties. En Europe, l'OTAN a offert un espace sûr, à l'instar de l'UE également, pour les pays en transition à la périphérie. En Asie de l'Est, où j'ai passé beaucoup de temps, en Corée du Sud, à Taïwan, aux Philippines, à bien des égards, en Thaïlande, autant de pays qui étaient au sein d'une sphère de sécurité et qui faisaient commerce avec ces économies occidentales en trouvant une sorte d'infrastructure pour s'y raccrocher, pour s'y rattacher, en prenant des décisions risquées visant à ouvrir leur société, se tourner vers le commerce et l'extérieur pour leur développement et pour sortir du règne militaire. Après leur transition, cela aide à avoir une structure dans le monde qui fournit une sorte d'hospitalité à des États qui sont aux prises avec ces décisions quant à la manière d'organiser leur propre société et politique. Ensuite, après 1945, les démocraties libérales ont construit l'ordre, selon moi, le plus réussi, jamais tenté, bien plus ambitieux qu'après 1919, avec Wilson, bien plus ambitieux que les grandes puissances affiennes après les guerres napoléoniennes. Véritablement, un ordre pluridimensionnel, sécuritaire, économique, social, de grandes institutions, des alliances multilatérales, des partenariats, des valeurs partagées, des négociations stratégiques. Tout cela a créé un espace, une formation politique qui n'a jamais été baptisée.
On appelait ça le monde libre pendant la guerre froide, mais ça n'est pas cela. Il y a tellement de dimensions. C'est devenu étendu, un ordre mondial, une trajectoire pour sortir de l'Empire et pour sortir de l'extrême anarchie. Voyez cette expérience libérale de construction du monde comme une troisième voie entre empire et hiérarchie d'un côté et anarchie et déréglementation d'un autre côté. Et ce travail a bien porté ses fruits. J'y ai réfléchi. Il semblerait qu'il y ait 6 accomplissements de l'ordre international libéral qu'il ne faut pas oublier parce que d'une certaine façon, c'est tellement évident qu'on ne voit plus cela comme des accomplissements. Tout d'abord, il y a le fait que l'économie mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, s'est rouverte en rouvrant la période de croissance économique et de commerce la plus longue de l'histoire, l'âge d'or. Deuxièmement, on a créé un cadre pour réintégrer l'Allemagne et le Japon. Avant 1945, c'était l'ennemi. Après 1945, c'était nos plus proches amis. Quand est-ce que ça s'est passé dans l'histoire? D'un coup, ce sont devenus des partenaires qui étaient intégrés dans le système et bien plus, c'était des grandes puissances non nucléaires. Chacun, à sa façon, de façon profonde, a été pionnier dans l'établissement de grandes puissances civiles, comme on pourrait les appeler. Il y a ce livre que j'ai écrit sur Hiroshima quant aux réflexions japonaises pour se garder des armes nucléaires et trouver une nouvelle façon de penser la modernité. Et troisièmement, l'Allemagne et la France ont enterré leurs anciennes divisions et ont lancé le projet européen. Ça, c'était un effort tout à fait compliqué. Lier ces États ensemble en créant des opportunités gagnant-gagnant et en lançant le projet européen qui est encore tout à fait en chantier aujourd'hui. Quatrièmement, créer des institutions multilatérales complètement inédites pour gérer les interdépendances, le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, l'OMS. Ce ne sont pas que des organisations démocratiques et multilatérales. Ensuite, les États-Unis, l'Europe et le Japon, sous les auspices de cet ordre mondial, ont créé un nouveau type de démocratie sociale. Les anciens États libéraux traditionnels, des sociétés ouvertes, où les gouvernements n'essayent pas de réglementer ou de protéger l'emploi, là, cela donnait lieu à l'État-providence, avec une nouvelle vue du contrat social. Chaque pays a sa façon, bien sûr, dans l'ensemble du monde de l'OCDE. Et puis, sixièmement, comme je le disais tout à l'heure, on a créé un espace pour que les nouvelles démocraties puissent entrer dans le système. La Corée du Sud en est le meilleur exemple. Un pays qui est passé d'un destinataire de l'aide publique au développement à un bailleur de fonds, qui est passé d'une dictature militaire à une démocratie en plein épanouissement, peut-être aussi dysfonctionnelle que les nôtres. Donc autant d'accomplissements historiques au nombre de 6 dont on ne pense pas vraiment aux grandes répercussions. Et septièmement, la Chine, pendant cette période, a connu sa meilleure décennie en 2 millénaires aussi. Et donc, ça n'est pas qu'une histoire réservée aux avancées occidentales, mais même aussi pour les pays qui sont assez ambivalents quant à cet ordre mondial. Et ils ont connu de bonnes décennies. Et alors ici, pour en faire une espèce de synthèse, j'ai décidé d'énumérer toutes ces activités qui consistaient à construire, à créer ce nouvel ordre mondial à la suite de la guerre. Mais il y avait, sur le plan économique, politique, même environnemental, on a tendance à l'oublier, mais le contrôle des armements, enfin là, on n'en parle plus, mais c'est toujours important, les droits de l'homme. Il y a eu on a passé notre temps à créer, à construire cet ordre international. Et quand on nous dit tout est anarchie et rapport de force, alors je ne cite personne, mais ne laissez pas ces critiques tenir ce discours-là, parce qu'il y avait sous la création de ces équilibres ou de ces institutions
un réel courant qui était là pour assurer, si vous voulez, un nouvel équilibre des forces. Alors, où est le problème? Qu'est-ce qui finalement a dérapé? Alors, il y a eu cette expérience de mort imminente qu'a connue l'ordre, libéral ces 10 dernières années. D'abord, la guerre en Irak, comme l'a dit monsieur le directeur à l'instant, j'étais l'un de ceux qui étaient aux premières loges en essayant de pousser dans l'autre sens. J'ai d'ailleurs écrit des articles sur l'impulsion néolibérale, néo-impériale des États-Unis dans le Journal of Foreign Affairs. Cette guerre a décrédibilisé aussi bien les internationalistes de centre-droit et de centre-gauche, de Cheney, Rumsfeld à droite, Hillary Clinton à gauche. Ensuite, la crise financière de 2008. Alors là, les mots ne se transposent pas toujours facilement, mais c'était un moment néo-libéral où l'on pensait que les marchés pouvaient tout résoudre et évidemment, la crise financière a certainement contredit cette affirmation et a décrédibilisé cette démarche qui sous-tendait cette forme de libéralisme. Et puis enfin, ce que j'appellerais le pari libéral. On se disait que si la Chine entrait dans l'OMC, comme cela avait été le cas pour le Japon, pour la Corée, qu'il y avait un mouvement presque d'évolution qui ferait que la société chinoise serait plus ouverte, qu'il y aurait plus de points de liaison avec le reste du monde. Et là, cette prophétie ne s'est pas réalisée. Mais il y a une source plus profonde derrière tout cela, et d'ailleurs j'en parle dans mon livre. Dans une certaine mesure, l'ordre libéral qui est passé de la période de la guerre froide, où c'était le monde libre, pour passer à la période de post-guerre froide, où au lieu de parler d'un monde libre, c'était un système mondial, ce monde-là s'est battu lui-même en brèche. C'est en quelque sorte compromis. On avait vu des exemples du fonctionnement de l'ordre libéral qui fonctionnait dans une certaine mesure, mais c'était une espèce de club, d'une société d'entraide. C'est-à-dire que quand on était dans ce club, quand on était dans ce monde libéral, on avait la sécurité, on avait l'accès au commerce, on avait accès à l'assistance technique. Cela créait non seulement des droits, mais également des obligations. C'était un club avec ses règles, ce n'était pas un système mondial. Il y avait des portes à franchir et il y avait des règles d'admission. Et après la guerre froide, tout cela a explosé et c'était un moment d'euphorie. Le mur de Berlin est tombé. Leonard Bernstein à la Philharmonie de Berlin a joué l'Ode à la joie de Beethoven. C'était un moment de célébration. On ne voyait pas une seule idéologie hostile qui soit dans les parages, qui menace qui que ce soit. Tout le monde était invité et cet ordre libéral est devenu une espèce de centre commercial où, vous savez, on peut rentrer faire son shopping, on va dans le Apple Store ou dans quelques supermarchés pour acheter quelque chose. On n'a pas besoin de payer un ticket d'entrée, on entre, on vient comme on est, on achète ce qu'on veut, on repart, on n'est pas membre d'un club avec ses règles. Et ceci s'est passé dans un moment d'exaltation, de célébration, mais on plantait les graines, en tout cas, de la dégradation, un petit peu à l'image du triomphe romain. L'arc de triomphe a certes été construit, l'empereur traverse triomphalement cette arche, mais ce sont les graines de l'échec qui ont suivi. Et ma dernière diapo, et ce sera la dernière partie de mon intervention, où l'on s'interroge sur, en tout cas, le combat de l'ordre libéral. Alors, je ne parle pas simplement de la suite de la guerre en Ukraine, mais également de celle à Gaza, parce que ce conflit, évidemment, à Gaza ne porte pas la même charge qu'en Ukraine, mais il y a dans les deux cas des contradictions, des tensions, des échecs, des dysfonctionnements du système qui se sont fait jour au cours des 10 dernières années, et cela, dans une certaine mesure, s'est intensifié à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Ceci a aussi bien éclairé les luttes, les combats de l'ordre international, mais cela a également déclenché
pour ainsi dire, ces mêmes combats. On aurait pu se dire que l'invasion arrogante de Poutine, donc de l'invasion de l'Ukraine, aurait mis tout le reste du monde contre lui. Ça aurait été un moment d'unité, c'était un moment de la Charte des Nations Unies, où toutes les règles, tous les principes de l'ordre mondial que nous pensions avoir acquis dans les années 40, toutes ces règles, tout cet ordre se trouvaient finalement battus en brèche. Et donc, il y a une espèce de trinité des normes qu'on ne viole pas dans le monde moderne, à savoir, on n'envahit pas un autre, le territoire souverain d'un autre pays reconnu par le droit international, on ne menace pas d'avoir recours à l'arme nucléaire, et troisièmement, on ne tue pas de civils dans le cadre d'une guerre. En tout cas, on ne se sert pas de la menace sur les civils comme arme de guerre. Et là, chacun s'est retrouvé dans ses retranchements et éclaté, c'est-à-dire que le monde s'est trouvé fragmenté. Le message le plus important, et là je rejoins Mearsheimer et les autres néo-réalistes, après l'action de Poutine, le moment est venu de muscler, de renforcer sa puissance militaire, parce que ce sur quoi nous pensions pouvoir compter, eh bien, on ne peut plus y compter. Cela a pousser les pays dans leur retranchement, et trois pôles ont émergé de cette situation. L'Occident mondial, les États-Unis, l'Europe, le Japon, ses alliés, l'Orient ou l'Est, qui serait la Chine, la Russie, peut-être également l'Iran, et puis ce qu'on appelle le Sud mondial, qu'on appelait le monde en développement, et qui, lui, présente une forme plus amorphe, en tout cas moins nette. En tout cas, trois mondes, trois pôles, et chacun d'entre eux, dans une certaine mesure, occupe une place différente dans le monde. Chacun a son propre récit, son propre narratif, ses propres doléances, ses propres espoirs, ses propres visions d'un nouvel ordre mondial, et chacun a son agenda, son programme pour passer à l'étape suivante. Et là, je pourrais passer ces trois mondes en revue. L'Occident, l'Ouest, comme on l'appelait encore pendant la guerre froide, et encore il y a quelques années, on se demandait est-ce qu'il reste encore quelque chose. Trump venait de passer 4 ans au pouvoir, il risque de revenir troubler la fête, mais ce qui est à la suite de l'agression de Poutine, le message a été troublé aux États-Unis, parce que il y avait davantage de réactions. Il y a eu des sanctions, il y a eu l'aide à l'Ukraine. Poutine n'a pas obtenu ce qu'il cherchait. Il pensait pouvoir arriver sur Kiev au forcing, ou que ce serait même une partie de plaisir. Ce ne fut pas le cas. La plus grande puissance du monde, ou la deuxième puissance du monde, n'y est pas arrivée. 80% de ses blindés, 60% des troupes et celles notamment des soldats qui avaient été sortis de prison pour aller au combat, se sont retrouvés hors service, pour ainsi dire. Et on voit vu qu'il y avait donc en Europe, il restait quand même un instinct de vie, de survie. Un certain charisme est réapparu d'une certaine façon en Europe. Deux autres choses encore sur l'Occident mondial. Lui aussi a connu son moment créatif, pour ainsi dire. On pense notamment, alors là, je ne dis pas qu'on s'accroche avec son héritage, sa participation à l'OTAN, même si on n'y croit pas trop. Il y avait un moment plus créatif que cela. Et en Asie de l'Est, les États-Unis, la Corée et le Japon ont toujours constitué un groupe triangulaire plutôt dysfonctionnel. Et là, une nouvelle coopération de sécurité faisant intervenir Tokyo, Séoul et Washington
ont créé ce nouvel espace qui se déploie jusqu'au Pacifique. Ce n'est pas simplement une alliance, c'est le fait de construire la capacité et effectivement un contrepoids. Et puis, il y a un regroupement atlantique. Vous ne le savez peut-être même pas, mais il ne s'agit pas que de l'Atlantique Nord, mais de l'Atlantique Sud également, qui traverse aussi bien les deux hémisphères. L'expansion de l'OTAN, il y a des pays qui ont décidé qu'ils se sentaient davantage en sécurité à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'OTAN. Il y a une véritable demande de la part des petits pays. Et puis le G7 qui a tendance à monter et redescendre et à réémerger. Mais je ne parle pas là d'une espèce de zombie, de mort-vivant qui circule ici et là. Takeshita, le Premier ministre japonais, lors de son discours à Hiroshima en juin dernier, a fait venir ses contreparties, ses homologues français, japonais, allemands, américains et autres pour signer la déclaration de Hiroshima pour passer d'un monde avec moins d'armes nucléaires et moins de dépendance justement vers cette dissuasion nucléaire. Ça, c'était un moment créatif de l'Occident global. Et puis, l'Occident global, ça n'est pas un territoire géographique, ce n'est pas un territoire situé au nord de l'Atlantique. Non, quand on parle de cet Occident global, c'est en fait un groupe qui est défini par des principes d'inclusion, de solidarité démocratique. Et donc, c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que, évidemment, vous avez là une démarche très ouverte qui s'élargit. Vous avez des sociétés qui veulent s'y inscrire. Bon, les pays auxquels vous pensez, vous avez l'Ukraine et Taïwan qui aspirent à se joindre à cet univers, alors même qu'ils sont justement l'objet d'emprise de la part de puissances mondiales qui estiment avoir droit à revendiquer ces territoires. On pense au tutoriel de Poutine sur l'histoire médiévale russe, le droit inaliénable de la Sainte-Russie d'absorber ces territoires. Ce sont des peuples, ce sont des sociétés, ce ne sont pas de simples territoires, mais ils déclament ce droit qui dépasse les systèmes transnationaux. Ça, c'était la bonne nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que nous n'avons pas de principe qui nous permettent de définir exactement... Enfin, c'est comme s'il y avait une ligne de faille géopolitique dans laquelle vous avez des sphères d'influence telles que celle de Poutine est en interaction à la périphérie avec des pays qui, eux, peuvent être attachés au monde occidental et particulièrement à l'Union européenne. Mais qu'est-ce qu'on va dire aux Ukrainiens ? Désolé, là, vous avez choisi le mauvais territoire, vous ne pouvez pas avoir droit à ce à quoi nous avons droit parce que vous êtes menacé par un pays qui est juste à côté de chez vous. Pareil pour Taïwan, personne ne suggère, en tout cas dans les cercles officiels, personne ne suggère autre chose que le statu quo, mais là encore, il y a un problème parce que ça n'est pas l'échec de l'ordre international libéral, mais c'est un échec de son ouverture. Maintenant, l'Est ou l'Orient mondial, alors la Russie et la Chine n'ont pas grand-chose en commun. Certes, ils sont l'un et l'autre contre l'hégémonie occidentale, contre les États-Unis. Poutine, c'est vraiment le trouble fait absolu. C'est lui qui va vous compliquer la vie. C'est lui qui... Alors, on a envie de célébrer l'ouverture de la société, d'une société épanouie. Eh bien, il ne va pas vous laisser faire. Il veut détrôner le libéralisme occidental pour se tourner plutôt vers le Sud. Or, le Sud mondial, lui, ou l'ex-monde en développement, n'a pas envie de se joindre ni, d'ailleurs, à l'Orient, ni à l'Occident. Le Brésil, l'Afrique du Sud, la Turquie ont un peu un pied dans chaque territoire, dans chaque sphère. Ils ont d'ailleurs des échanges commerciaux. La plupart de ces pays ont davantage de liens commerciaux avec la Chine qu'avec les autres pays. Ils ne veulent pas abandonner cela, même s'ils ne sont pas nécessairement emballés par les tendances chinoises à refermer
la société. Ils n'applaudissent pas nécessairement ce qu'a fait Poutine en Ukraine, mais on voit ça à travers le prisme de la Chine et de la Russie, qui voit là surtout une démarche contre l'hégémonie occidentale plutôt qu'un affront à la Charte des Nations Unies. Et ceci qui m'amène à la toute dernière partie de mon intervention en 3 points. Vous avez un monde tripolaire qui risque de rester en place. Il n'y aura pas de vainqueur déclaré, il n'y aura pas un moment comme dans les années 90 où on avait l'impression que le monde entier allait converger vers une démocratie libérale. Non, ce sera un monde de tension qui restera indéfiniment. Il n'y a pas de parti qui va l'emporter et personne ne va, en quelque sorte, changer de camp, pour ainsi dire, pour déséquilibrer le système. Alors, je cherche toujours le côté optimiste des choses. Moi, je viens du Midwest américain. J'ai grandi en me disant que tout pouvait s'arranger, qu'il y avait des solutions à tout, qu'à quelque chose, malheur était toujours bon, etc. etc. Mais la concurrence entre l'Est et l'Ouest, entre l'Orient et l'Occident, crée des incitations aussi bien pour les pays, pour la Chine, que les pays de l'Occident, à se tourner vers le Sud. Alors, il n'y a pas grand-chose de puissance traditionnelle dans le Sud, mais il y a des coalitions, il y a des idées qui sont prêtes à être, en quelque sorte, acquises. Alors, on essaie d'attirer le Sud pour le faire entrer dans le giron de l'Occident. Même effort d'ailleurs du côté de l'Est ou de l'Orient, en essayant de l'aligner sur certaines positions. Qui finalement présente la meilleure voie vers la modernité? L'Est ou l'Ouest? L'Orient ou l'Occident? Qui peut proposer davantage de biens publics? L'Est ou l'Ouest? L'Orient ou l'Occident? C'est une concurrence, pas nécessairement une guerre froide entre ces deux mondes de l'Ouest et de l'Est, l'Orient et l'Occident. Pour citer John Maynard Keynes, l'économiste britannique, qui parlait de monnaie, c'est-à-dire que c'est finalement une espèce de concours de beauté qui pourrait attirer les pays du Sud, pour ce qui permettra à certains pays d'arriver, de devenir une nouvelle puissance mondiale. On n'y arrivera pas nécessairement, mais on permet, je ne sais pas, d'accompagner ces pays à développer une énergie propre, à assainir l'aide au développement, à mieux se préparer à la prochaine pandémie. Il y a donc cette notion de biens publics qui sont actuellement en véritable pénurie. Mais ceux qui vivent dans le monde occidental, en Europe de l'Ouest ou en Amérique du Nord, ils voient sans doute une incitation pour parler aux pays en dehors de la sphère occidentale, pour peut-être essayer de mieux se comprendre et d'aboutir à une meilleure coopération. Il ne s'agit pas de donner des leçons au Sud en disant, voilà, nous avons les idées, nous savons comment assurer la gouvernance, parce que après tout, c'est nous qui avons tout inventé avec la Révolution française, la Révolution américaine, la Révolution parlementaire britannique. C'est nous nous sommes les pères fondateurs de la gouvernance. Non, c'est pas ainsi que les choses se transmettent. Les principes se développent à travers un nouveau langage vernaculaire, en quelque sorte, qui crée une nouvelle forme internationalisme, où l'on laisse un petit peu de côté ses fiertés, son chauvinisme, pour essayer de proposer des meilleures pratiques, des notions de réciprocité. Voilà en quelque sorte ce que sont les étapes, les voies possibles. Tout ça pour dire que ce qui ressort de mon intervention, c'est que ces choses semblent paraître évidentes. Ce que j'essaie de faire, c'est simplement de nous mettre en quelque chose en miroir de notre propre histoire. Et je terminerai sur cette petite anecdote. C'est une histoire qui est censée être humoristique, mais qui est en même temps une parabole. Imaginez un lac avec deux petits poissons qui évoluent dans le lac, et puis
un gros poisson, un vieux poisson, approche des deux petits poissons pour leur dire « Salut les gars, comment est l'eau aujourd'hui ?» Et il s'en va. Les deux petits poissons se regardent et se disent « Mais qu'est-ce que c'est que l'eau ?» Je m'en tiendrai là.